Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, le média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une table ronde consacrée au travail hybride et à la manière d'accompagner la transition vers ce fameux travail hybride. Alors pour en parler, j'ai réuni autour de moi, et je les remercie d'avance d'avoir accepté mon invitation, Vincent de Chiara. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Vincent, tu es directeur marketing commercial d'ACO Brands et tu représentes aujourd'hui l'AIPB, l'Association des industriels de la papeterie et du bureau. Exactement. Et ensemble, on va voir quels équipements vous sont demandés aujourd'hui, sur lesquels vous innovez, et puis pour accompagner ce travail hybride, évidemment. D'accord ? Exactement, c'est ça. C'est parti. J'accueille également Emmanuel Léon. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci. Alors, Emmanuel, tu es professeur associé de management des ressources humaines à l'ESCP Business School. Exactement. On est d'accord. Également directrice scientifique de la chaire Reinventing Work au sein de l'ESCP Business School. On est d'accord aussi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette chaire et l'objet aussi de ces recherches ? Oui, alors très rapidement, donc c'est une chaire qui a été créée en octobre 2019 en partenariat avec BNP Paribas et Bivouac et qui réunit aujourd'hui une équipe d'environ 26 chercheurs internationaux sur une quinzaine de projets de recherche. Et on regarde principalement, je dirais, trois aspects. Le premier, c'est la transformation du travail en règle générale. Octobre 2019, on était un petit peu en précurseur. Oui. Mais on regarde la flexibilité, on regarde la digitalisation et puis on va regarder aussi les relations au travail, entre guillemets, c'est-à-dire les équipes virtuelles, le management à distance. Et on va aussi regarder la relation au travail, si je puis dire, c'est-à-dire globalement l'engagement, qui est quand même une des grosses problématiques aujourd'hui. Oui, donc pas mal de boulot. Merci beaucoup. Alors je précise que tu es également conférencière. Tu interviens régulièrement sur des séminaires, des conférences en entreprise, toujours sur ces sujets d'évolution des modes d'organisation du travail. Également à mes côtés et du coup à tes côtés, Benoît Méronin. Bonjour Benoît. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Voilà, bienvenue, merci de ta présence. Alors tu diriges le département conseil et stratégie de Chorus Group, qui conçoit, aménage et exploite des espaces de travail. Tu enseignes également à Grenoble, école de management, Grenoble, capitale des Alpes. Voilà. Non, mais je suis grenoblois d'origine, j'étais obligé de le dire. Voilà. Enfin, merci également à Frédéric Sauvageau d'être présente aujourd'hui. Bonjour Lionel, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tu officies, alors depuis déjà quelques années au sein du groupe Orange. Jusqu'à peu, tu as assumé la direction de l'innovation et du développement des environnements de travail donc au sein de la direction de l'immobilier. Et là, donc, tu viens de prendre la direction de la qualité de vie au travail du domaine immobilier et des espaces de travail. Voilà, j'ai pris mon souffle avant. En quoi consiste ce nouveau challenge ? Écoute, j'ai rejoint effectivement la DRH Group au sein de la direction qualité de vie au travail, de façon à intégrer l'ensemble de la dimension de la QVT dans les espaces et dans le domaine immobilier. Ça passe par l'expérience collaborateur, sans oublier de prendre en compte l'évolution sociétale et l'évolution de nos modes de travail. Et ça inclut bien évidemment la diversité et l'ensemble de l'inclusion des situations de handicap de façon à donner des espaces permettant de bonnes conditions de travail pour les collaborateurs. D'accord. Donc maintenant au sein de la direction de la qualité de vie au travail du groupe Orange. Exactement. Parfait. Merci à vous quatre de votre présence. Alors pour démarrer, je voulais présenter une définition du travail hybride. On va la voir apparaître à l'écran. Alors d'abord, je suis allé sur Wikipédia pour tout vous dire. Et ça n'existe pas. Il n'y en a pas, en tout cas pas encore, de définition du travail hybride. Donc, j'ai trouvé celle-ci. C'est une présentation réalisée par le CEDIP. Le CEDIP, c'est un organe rattaché au ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, qui appuie la conception et la mise en œuvre de politiques RH au niveau ministériel et interministériel. Donc, quand même, un champ très large. Et qu'est-ce que nous dit le CEDIP ? Vous le voyez, travail hybride, une organisation de l'activité coordonnant du télétravail avec des journées en présentiel. Donc, il lie le travail hybride directement au télétravail et au présentiel. On pourra discuter déjà de ça. Cet aménagement qui existe depuis de nombreuses années dans certaines structures est amené, vous le voyez, à se développer suite à la pandémie. Donc là encore, un lien entre le développement du travail hybride et la pandémie qu'on vient de traverser.
Et enfin, la période de crise sanitaire a transformé les façons de travailler, a créé de nouvelles envies de conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Donc un lien aussi avec cette tendance et cette évolution vers un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors il y a beaucoup de termes dans cette présentation, on va en discuter. Avant ça, juste un chiffre que vous voyez que j'ai relevé dans un guide qui vient de paraître, un guide qu'a réalisé Terra Nova, un think tank, sur exactement, je vais vous dire comment il s'appelle, comment les nouvelles organisations du travail transforment l'entreprise pour un travail hybride socialement responsable. Alors c'est leur nouveau sujet, le travail hybride socialement responsable, donc le THSR. Voilà. Et donc, il nous a dit que 19% seulement des entreprises françaises ont adopté officiellement une politique de travail hybride. Alors, je ne sais pas si on doit dire seulement ou déjà. Vous me direz, les uns et les autres. Emmanuel, est-ce que déjà cette présentation du CEDIP correspond à ta vision du travail hybride? Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette définition? Alors, c'est évident qu'en règle générale, quand on demande de définir le travail hybride, on est très souvent sur cette logique un peu de présentiel, un peu de distanciel. Ça peut être en télétravail, ça peut être du télétravail à domicile ou dans des tiers-lieux. Pas que le télétravail, on est d'accord. Oui, tout à fait. C'est tout ce qui est travail à distance. Exactement. Donc, il faudrait être un peu plus large peut-être que ça. Je pense qu'on pourrait l'être. Et puis surtout, ça envoie tout de suite, enfin moi ce qui me gêne un peu, c'est que ça envoie tout de suite vers des raisonnements du type 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours, 4 jours, 1 jour, etc. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment... ça améliore beaucoup la compréhension de ce qui est en train de se dérouler. Alors personnellement, je vois au moins 4 manières d'aborder le travail hybride. Je vais les présenter très rapidement. Il y a une première manière qui est un peu de continuer comme on a fait, c'est-à-dire en gros, les gens s'organisent comme ils peuvent, en fonction des aléas bien sûr de santé, mais avec un côté, comme j'ai pu travailler depuis Bordeaux, même si mon job est à Paris, je continue de m'organiser comme je le souhaite. Donc ça, c'est un petit problème quand on arrive à 20-30% de la population qui le pratique. On a du travail hybride organisé, où là, on va définir effectivement des moments. Alors, ça peut être des moments à distance, ça peut être des moments en présentiel, mais il me semble que là, la question du temps reprend beaucoup d'importance, c'est-à-dire la synchronicité. Oui. Plus que le fait d'être dans le même lieu, c'est quand est-ce que j'ai besoin d'être en synchrone. Et puis, il y a 2 autres manières d'aborder l'hybride. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Donc là, il y a toute une question aussi autour, notamment dans l'industrie, mais pas que, de gens qui ont le droit ou pas le droit, avec des vraies questions en matière d'équité. Dits télétravaillables. Exactement. Pas, même si on a fait sauter beaucoup de verrous. Et puis, il y a ceux qui veulent, ou ceux qui peuvent, et ceux qui ne veulent plus ou qui ne peuvent pas. Et qu'on a tendance un peu à oublier. C'est-à-dire qu'on a plein d'enquêtes qui disent 80% des gens en veulent, mais on oublie que par défaut, c'est-à-dire qu'il y a 20% des gens qui n'en veulent pas pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir. Ouais. Donc oui, c'est super comme chapeau d'avoir cette première définition, mais il ne faut pas se limiter à ça parce que sinon on va plaquer des raisonnements ou des fonctionnements ou des recettes qui ne fonctionneront pas en fonction des contextes. Je vais rebondir exactement sur ce que tu viens de dire, en vous présentant du coup une autre définition, et celle justement qu'on trouve dans le fameux guide et le fameux rapport de Terra Nova sur ces nouvelles organisations du travail. Et qu'est-ce qui nous dit ce rapport? Que le travail hybride donc, est une forme d'organisation, réalisation du travail qui fait coexister au sein d'une même organisation des formes de travail en présentiel et des formes de travail télétravail ou en distanciel. Donc là, on élargit un tout petit peu. En distanciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans des tiers-lieux, en déplacement. Exactement. Voilà. Et puis surtout, ça enlève cette dimension télétravail. Pendant longtemps, c'était l'avenant au contrat de travail, c'était très normé. Et ça n'a pas tellement pris en France pendant des années. Donc c'est bien d'essayer de changer de terme, je trouve, de ce point de vue-là. Et alors, il rajoute, et ça c'est intéressant, j'aimerais avoir votre réaction, nous utilisons ce terme qui s'est imposé bien qu'il reflète le point de vue de l'entreprise, mais nous préférons le terme de travail alterné qui reflète mieux le point de vue du collaborateur. Alors, il rajoute aussi exactement ce que Emmanuel, tu viens de décrire, c'est-à-dire que la notion de travail hybride, c'est une double désynchronisation. C'est pas seulement le lieu, mais c'est aussi le temps. On va y revenir. Mais sur ce terme de travail alterné, Emmanuel, une réaction? Alors, effectivement, au point de vue de l'entreprise, je ne suis pas une fanatique du travail alterné. Je trouve que ça renvoie à l'idée d'alternance, etc. Donc, je ne suis pas absolument convaincue. On va sûrement venir avec un autre terme. Enfin, voilà, je ne ferai pas vexer ceux qui ont proposé ça. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut abandonner le télétravail.
Travail hybride, moi, ça me choquait pas plus que ça, du moment qu'on le définisse bien. Ouais. Travail alterné, je ne sais pas ce que vous en pensez. Benoît, une réaction? Je partage et je trouve que ça peut sous-entendre l'idée qu'il y aurait des formes de travail différentes. C'est-à-dire quand je suis au bureau, je travaille vraiment, quand je suis à la maison ou ailleurs, je travaille un petit peu moins, tu vois, alterné, alternance, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui me... Non, ça vous plaît pas, Ça me Frédéric? questionne en tout cas. Moi, je suis plutôt effectivement pour le travail hybride, à moins qu'une autre terminologie soit proposée. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur le travail à distance qui n'est pas forcément uniquement à domicile, mais qui peut être pour certains dans des tiers-lieux externes et pour un groupe comme le nôtre plutôt dans des espaces de corpo-working internes qui peut répondre justement aux besoins de collaborateurs qui ont envie de profiter de cette offre de service sans pouvoir forcément télétravailler ou donc travailler à distance de chez eux. Vincent, une réaction sur cette distinction travail hybride et Oui, alterné? quelque part, pour nous, peu importe le lieu, Ouais. le travail effectué demande qu'il soit effectué. Donc c'est aussi simple que ça. Donc on est vraiment plutôt favorable à cette notion de travail hybride. Oui, très bien. Alors Frédéric, la notion du CEDIP qu'on a vue juste avant, elle lie beaucoup justement le développement du travail hybride avec la période de pandémie, avec un sous-entendu, c'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu de manière empirique, un peu contrainte. Et d'ailleurs, le rapport de Terra Nova, il pointe ce fait-là, que souvent dans les entreprises, il y a un côté un peu informel, inorganisé du travail hybride. Comment ça s'est passé chez Orange? Est-ce que ça a été aussi empirique que ça? Alors, je pense pas, non, parce que c'est vrai que nous, on avait déjà la possibilité d'avoir un avenant télétravail, donc à notre contrat de travail. Alors, la grande différence, et ça c'est ce qui est important et qui a accéléré les choses, c'est que en fait on était environ à 14 000 avenants à télétravail réguliers. Nous sommes passés à 40 000, donc on voit bien que là il y a une dimension d'échelle qui est plus du tout la même. Donc là où auparavant c'était un choix individuel du collaborateur, bien évidemment validé avec son manager, ça restait finalement dans l'organisation de l'équipe quelques exemples, quelques individus, mais pas une grande partie de l'équipe. Maintenant, on a un effet d'échelle qui, à un moment donné, fait qu'on doit se reposer la question et ça peut plus être... Alors bien sûr, ça reste un choix individuel puisqu'il n'y a pas d'obligation, mais en même temps, il faut que ça soit organisé dans un collectif. Donc, à charge aussi au manager d'organiser ce collectif de façon à ce que la performance de l'équipe soit toujours possible, de façon à organiser ce collectif au sein même de l'équipe, mais aussi en interaction avec les équipes projets transverses, puisqu'on voit bien que très souvent, on travaille plus seul dans une équipe, mais on a beaucoup de transversalité, et ça s'organise. Alors, ce qui fait que le vrai sujet va être plutôt l'organisation du travail. Moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Emmanuel. Oui, finalement, c'est pas forcément un nombre de jours de Non. travail sur site ou chez soi. Ben, c'est là où, bien sûr, l'avenant permet et indique qu'il faudrait être 3 jours par semaine sur site. En même temps, à l'échelle de la représentativité que ça représente, le vrai sujet, c'est pourquoi je viens sur site, qu'est-ce que je viens y faire, avec qui, comment, dans quel espace. Et c'est plus une question d'organisation du travail. C'est d'ailleurs le sujet qui est le plus difficile à vraiment poser et à vraiment travailler au plus loin et dans sa globalité. Donc c'est un vrai sujet autour aussi de l'expérience salariée et comment on va faire en sorte que lorsque l'on vient sur site, on n'a pas la même expérience salariée que quand on est chez soi ou quand on travaille à distance. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu le cas, non? En fait, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont trouvé ce mode d'organisation collectif, de co-construire avec l'équipe cette organisation et de pouvoir rythmer la semaine, d'organiser de réels rituels et de faire en sorte que quand on vient sur site, c'est vraiment pour C'est pas pour apprendre, faire c'est des pour visios, échanger. etc. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que, et c'est aussi lié qu'on n'a pas forcément qu'un seul collectif de travail, mais on a différents collectifs et donc de plus en plus de transversalité. Il y a effectivement aussi des moments où finalement notre expérience de journée, c'est un tunnel de visio.
Et c'est là aussi où ça re-questionne, parce que est-ce que ça a encore du sens que ça soit un tunnel de visio. Donc c'est sûr que ce point-là va certainement nécessiter encore un peu de temps et d'organisation, parce que malgré tout, ce qui va se passer en termes d'organisation du travail, en termes de flexibilité, c'est pas encore stabilisé. Et quelque part, ça peut pas être juste un point de travail d'une entreprise, même dans un grand groupe comme le nôtre. Quelque part, ça a un effet aussi de société, cette observation en fait de l'évolution sociétale qu'il va falloir se donner le temps d'observer, d'apprendre, d'expérimenter et puis éventuellement d'ajuster dans notre organisation. Alors, c'est là où l'espace devient vraiment une ressource stratégique, parce qu'elle permet à la fois de poser l'organisation de l'entreprise, l'organisation de l'équipe et de répondre aux différents usages de façon à ce qu'ils soient adaptés à cet usage et à l'expérience salariée qu'on a envie de donner sur le site. On va y revenir pour développer un peu cette idée, voilà, parce que vous avez travaillé en plus particulièrement dessus à travers un laboratoire d'innovation, mais on va y revenir. Benoît, on a commencé à entrer dans le sujet, mais au fond, ce travail hybride, c'est quoi? C'est un peu plus de distance, un peu plus d'outils numériques, de l'adaptation de ces bureaux. Tu me disais en préparation qu'aujourd'hui, dans les projets, on est plutôt vers une adaptation des bureaux qui donne 2/3 des espaces maintenant au collaboratif, à la cohésion, au collectif. 1/3 au travail individuel, donc un renversement par rapport à ce qui se faisait avant, ou c'est plus large que ça. Donc c'est ce triptyque distance, outils numériques, je réaménage mes bureaux, ou c'est plus large que ça? Comment est-ce qu'il faut aborder ce sujet du travail hybride, à ton avis? En fait, c'est une bonne question, comment l'aborder. Je crois que Frédéric l'a très bien dit. Quand on parle de travail hybride, il y a de façon sous-jacente le télétravail. Il y a cette fameuse phrase, quand j'entends le mot télétravail, j'entends surtout le mot télé. Et moi, j'ai même entendu télévacances. Voilà, juste envie d'inverser. Moi, quand j'entends le mot télétravail, j'entends le mot travail. Et en fait, le vrai sujet, il est là, et il est dans le collectif de travail. C'est-à-dire que, Frédéric le disait, c'est finalement, on est là pour faire quoi ensemble? Pour délivrer quoi collectivement? C'est-à-dire se sortir aussi de la tête que le travail, c'est pour une bonne part du travail qui se fait effectivement en collectif. On est là pour le faire ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, simplement dans quel type d'environnement de travail. Mais la question, elle arrive après. Et au fond, et Michelin l'aborde, et la démarche s'appelle l'Active Office, de véritablement de ce point de vue-là, avec finalement, on est là pour faire quoi ensemble? Et puis une deuxième question que je trouve assez troublante, mais tout à fait pertinente, c'est, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à se retrouver? C'est-à-dire que quand on part aussi, tu parlais de l'angle et de la manière de l'aborder, de cette ancienne qui est le retour au bureau, comme si le bureau était l'alpha et l'oméga du travail, eh bien, c'est de se dire, au fond, y revenir, c'est certes pour travailler, mais c'est aussi parce qu'on a plaisir à retrouver un collectif. Et qu'est-ce qui fait qu'on a plaisir à se retrouver, et qu'est-ce qui freine finalement le plaisir de se retrouver ensemble, et comment le collectif de travail en fait un sujet, c'est-à-dire pas quelque chose qui relève de l'inconscient, mais on décide au sein d'une équipe de mettre ce sujet sur la table et de s'aligner sur au fond on est là pour faire quoi ensemble, de quoi on a besoin, notamment en termes d'espace, pour bien faire ça ensemble. Et puis dans un deuxième temps, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on prend plaisir à se retrouver? Qu'est-ce qui freine finalement? Et quel type de rituel on aimerait finalement imaginer pour retrouver cet élan-là? Et je pense que c'est la bonne démarche. Et c'est du coup envisager l'espace à la fois comme une conséquence, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi comme une cause. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie histoire démarre pour nous en tant qu'aménageurs quand on a livré en fait les nouveaux environnements de travail. Et là, il faut se donner le temps d'en parler, Frédéric, je te cite, observer, apprendre, expérimenter, c'est-à-dire vivre ce nouvel environnement de travail. Qu'est-ce qu'il amène, ou pas d'ailleurs, de nouveau, avec beaucoup de modestie, parce que parfois on est parti, tu le disais, 2/3 d'espace collaboratif, etc. On a tous un peu des théories, des doxas dans la tête. Au qu'on construit, on en reparlera avec les équipes, mais là aussi, les bonnes intentions de départ, est-ce que se concrétise à l'arrivée? On ne sait pas. Et donc se donner ce temps qu'on appelle aujourd'hui, on va dire, de l'assistance à maîtrise d'usage, avec beaucoup d'humilité pour se dire, au fond, est-ce que ça marche et qu'est-ce qu'il faudra ajuster pour que ça marche véritablement? J'aime bien l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage. Je retiens. Frédéric, en préparation, tu me disais aussi qu'on était un peu trop focus sur le taux de partage, le taux de foisonnement, la mutualisation d'espace. D'ailleurs, pas toujours forcément agréable à vivre à l'arrivée. Du coup, comment il faut prendre aussi ce sujet? Benoît vient d'en parler, mais selon toi, voilà, d'après toi.
C'est vrai que dans le déploiement des environnements dynamiques, il y a souvent la question qui est posée, c'est le taux de mutualisation. Alors 0,8, 0,6, 0,7, voilà, ça fait un tas de débats. Moi, je reste persuadée que c'est plus la vraie question, mais la seule chose, c'est qu'il faut arriver à ne pas penser avec nos référentiels d'avant, mais arriver à être dans une réelle projection et ne pas se contenter de le dire, mais d'être dans cet état d'esprit. Alors, si on se repose la question du rôle du bureau et pourquoi je viens sur site, bien évidemment, il faudra toujours des espaces individuels de concentration de façon à pouvoir travailler en autonomie et sur des sujets précis. Ça, c'est incontournable et d'autant plus pour les collaborateurs qui ne peuvent pas travailler à distance. Mais le vrai sujet, c'est si je viens sur site pour me retrouver les autres, pour avoir le temps de passer du temps, pour apprendre, pour faire ensemble, à un moment donné, c'est pas un poste de travail individuel qui soit mutualisé ou pas, ou dans un espace ouvert au milieu de tous ceux qui veulent aussi se concentrer, qu'on va pouvoir y parvenir. Donc, finalement, il faut travailler quoi ? Il faut travailler, pardon de t'interrompre, mais la qualité du temps de présence sur site, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, il y a ce sujet-là, et il faut travailler la ressource, de quelles ressources j'ai besoin. Dans la ressource, l'espace est une des ressources dont j'ai besoin. Les services proposés au sein du bâtiment sont aussi des ressources intéressantes à observer. Donc ça veut dire qu'il faudra certainement avoir beaucoup plus d'espace collaboratif. Donc c'est un nouveau référentiel du bureau et d'aménagement qui est en train d'évoluer et de s'accélérer. Et puis il ne faut pas oublier que malgré tout, j'évoquais tout à l'heure ce tunnel de visio, on a besoin de plus en plus, et beaucoup plus que dans nos référentiels d'aménagement avant la période pandémique, de petits espaces mais qualitatifs avec la bonne ventilation où il est agréable de travailler, parce que l'hybridation, c'est aussi en présentiel. Et on a de toute façon dans nos collectifs de travail des moments où certes un certain nombre sont présents sur site, mais d'autres vont rester à distance, et donc il faut qu'on ait les lieux qui nous permettent aussi de pouvoir effectuer nos réunions en visio et donc en Teams en bonne, les lieux, dans de bonnes conditions. Et les équipements et les outils pour ça, et ça je me tourne vers Vincent du coup, parce que voilà, on parle d'espace ressources. Les équipements et tout ce qu'on utilise aussi dans ces espaces, évidemment, ce sont des ressources. Qu'est-ce que les entreprises vous demandent aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que finalement leurs besoins évoluent ? Les besoins qu'elles vous adressent évoluent avec justement l'évolution vers ce travail hybride, et comment vous y répondez aujourd'hui ? Alors, oui, et on va voir quelques slides. Les besoins évoluent, ça c'est clair. On a été les témoins dans l'industrie depuis 2 ans d'une profonde mutation de la consommation. Certaines tendances sont apparues, d'autres se sont accélérées. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avec la mise en place ou la généralisation du télétravail ou du travail hybride, il faut équiper à minima 2 postes de travail. Un au bureau, un à la maison et peut-être ailleurs. Voilà. L'équipement en entreprise est en général déjà présent. Donc l'effort s'est concentré sur l'équipement du second poste de travail à la maison. Et ce que nous avons vu parmi les familles les plus dynamiques au cours de ces premiers mois de confinement, ce sont des familles d'équipements assez lourds. Par exemple, les chaises de bureau, les bureaux, suivis ensuite d'équipements plus électroniques, informatiques, PC, imprimantes et tous les périphériques, clavier, souris, webcam, casque audio, pour ensuite aller vers des produits plus d'ergonomie, afin vraiment de maintenir une bonne posture face au poste de travail. C'est ce qu'on voit à l'écran, je pense, ces nouveaux sièges là, voilà, qui à bascule. Ces réhausseurs, beaucoup de réhausseurs, on voit, moi le premier d'ailleurs, je m'en suis vite aperçu avec les petits problèmes de coût. On voit aussi l'éclairage. C'est souvent quelque chose qui est sous-estimé, en fait, la qualité. Quand je vois ce qu'on nous demande sur les postes de travail en entreprise, les normes qu'il y a rien du tout quand on est chez soi. Et donc, vous proposez ce genre d'équipement. Effectivement, pour maintenir un bon niveau de luminosité au bureau comme à la maison, s'adapter aussi au passage et au fait que certaines parties du bureau vont être vides, donc nécessitent moins de lumière. Donc effectivement, c'est des réflexions qui sont intégrées. Et plus récemment, on est aussi sollicité par des entreprises pour adapter l'espace de travail actuel aux nouvelles tendances, donc comme on évoquait il y a quelques instants, à savoir moins de personnes présentes physiquement, d'autres personnes présentes en distance, et comment faire en sorte que les salariés aient
envie de revenir, de se retrouver tous ensemble, de participer à ce projet collectif qui est la mission de l'entreprise. Donc on est vraiment maintenant sollicité plus sur des thématiques de retour au bureau que vraiment purement d'équipement du télétravail qui était déjà présent, qui vont continuer. Mais là, l'angle a un petit peu changé. Ouais. Et donc, on vous demande par exemple aussi des choses un peu sur la santé, qui permettent de rassurer. Quand on revient, je vois des réhausseurs pour écran avec des infections, et puis pas mal de choses en sécurité aussi. Filtre de confidentialité, destructeur de documents, câbles de sécurité, pour chez soi aussi, c'est ça ? Exactement. Alors c'est vrai qu'avec ce confinement forcé, ont été développées des solutions beaucoup plus mobiles et compactes pour utilisation à domicile et protéger ses données, protéger son équipement à la maison, en déplacement, comme au bureau. Exactement. D'accord. Alors, c'est vrai que voilà, la dimension outils, notamment outils numériques, est essentielle dans ces nouvelles formes d'organisation du travail. Ça pose la question d'ailleurs du rôle de la DSI, des systèmes d'information, mais on y reviendra. Alors, il y a beaucoup d'études qui plaident en faveur du travail à distance. La dernière en date, je voulais la partager avec vous, on va la voir à l'écran, elle arrive, elle est ici. On reviendra avec Vincent sur d'autres innovations, sur d'autres domaines un peu plus tard. Elle est réalisée par All Labs, qui indique que travailler au bureau peut coûter 2 fois plus cher que travailler chez soi, ce qui représenterait jusqu'à $5 000, donc 5 000 € au taux de change actuel de plus par an, même si les employés ne se déplacent que quelques jours par semaine. Voilà, donc ils ont fait un calcul. Attention, dans l'étude, ils précisent que ça dépend de beaucoup de critères, mais on pourra en discuter. Autre chose, avec une autre étude juste derrière qui a été réalisée par Microsoft, celle-là sur 20 000 personnes dans 11 pays, qui nous explique que 87% des salariés disent être tout à fait productifs en télétravail, quand seulement 12% des managers le pensent. Un sacré gap quand même dans l'appréciation de la productivité en télétravail. Vincent en parlait, aujourd'hui, il y a des entreprises, c'est compliqué pour elles de faire revenir simplement les salariés sur site. Et certaines sont d'ailleurs tentées un peu par la coercition. On a eu quelques sorties flamboyantes ces derniers temps de grands patrons américains, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à cette situation ? D'abord, comment on explique ce phénomène ? Emmanuel, est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'il faut simplement attendre et ça va s'équilibrer ? Comment apprécier ce phénomène j'ai pas forcément envie de revenir au bureau ? C'est sûr que si la pandémie avait duré, 2-3 mois, je pense qu'on serait revenu au bureau sans même se poser de questions. Là, la durée de la pandémie et les transformations de nos organisations font que, de facto, comme le disait Frédéric, si je retourne au bureau pour être sur Teams toute la journée, je me demande vraiment pourquoi j'ai pris les transports pour aller au bureau. Donc, quelque part, si on doit regarder ça de manière positive, ce qui est quand même l'objectif, on a appris énormément de choses. On a levé des verrous en matière de télétravail, sur les fonctions, sur des niveaux hiérarchiques. On a appris à utiliser les outils comme jamais. La digitalisation n'a jamais été aussi rapide. En fait, on ne change que sous la contrainte. Donc cette contrainte-là, on l'a eue. On a transformé les choses. Et puis maintenant que c'est transformé, on dit non, mais il faut quand même que vous reveniez au bureau. Oui, mais pourquoi faire ? Et là, il y a une véritable question, parce qui n'est pas évidente, puisqu'on est souvent sur plusieurs équipes, sur plusieurs choses. Mais je ne vais pas revenir au bureau pour faire quelque chose que je pouvais faire de chez moi. Oui. Et aujourd'hui, on parlait de réunions hybrides. Bon, on pourra revenir sur le sujet, mais on a même des réunions à distance de gens qui sont au bureau, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont tous au bureau, donc vont faire une réunion à distance parce que les espaces collectifs sont pris d'assaut, donc on la fait quand même à distance, donc on perd tout l'intérêt de la réunion. Alors que tout le monde peut être au bout du Alors que tout le monde aurait pu être ensemble, mais il aurait fallu l'anticiper, il aurait fallu réserver. En fait, la visio, je suis désolée, mais aujourd'hui, c'est le mail d'hier. C'est-à-dire que c'est la solution de facilité, c'est la solution presque de paresse. Allez, j'y vais, je dis des gros mots, mais globalement, en mail, on pouvait envoyer des mails à la terre entière. Et la visio, c'est super. On peut inviter 60 personnes, il y en a 20 qui se connectent, c'est pas très grave. On est sûr que tout le monde sera là. On est ou pas, en tous les cas connectés. Il y a plein de gens qui suivent 2 réunions en parallèle. La réunion où il faut être apparu, il faut apparaître, puis la réunion dans laquelle on bosse vraiment. Mais ça devient schizophrénique. Et puis des réunions, on parle suffisamment de la Zoom fatigue et tout ça. On arrive à des effets de troubles musculo-squelettiques, de troubles de l'attention, de fatigue, d'épuisement professionnel et autres.
Donc non, il va vraiment falloir, on ne peut pas laisser le truc en s'imaginant que ça va se réguler tout seul. On a vu, là on a imaginé que ça allait se réguler tout seul. Ah oui. C'est comme imaginer que le courrier électronique, ce qui était l'idée au démarrage, allait réduire le nombre de réunions. Là on est en train de se dire, la réunion ça va se réguler tout seul. On détestait les réunions en présentiel, maintenant qu'elles sont à distance, on les regrette, parce que c'est quand même complètement autre chose. Donc non, il va falloir, comme disait Benoît, remettre le travail au centre et se dire que quand on vient au bureau, c'est parce qu'il s'y passe des choses, et là, il y a une véritable responsabilité managériale. Et je ne dis pas que c'est simple, mais ça me paraît indispensable. Ouais. Ah bah, du coup, voilà, une fois qu'on fait ce constat, Benoît, on fait quoi comment on accompagne cette transition? Alors, comme dans tous les projets, j'ai envie de dire maintenant, des directions immobilières, directions environnement de travail, on parle de co-construction, il faut co-construire. Mais on co-construit quoi exactement alors? Oui, en fait, je crois que déjà, il y a effectivement cette impensée du temps et je crois cette vraie difficulté pour les managers en France à se réapproprier cette gestion du temps individuel et du temps collectif, en fait. Et la question de l'efficience qui vient avec. C'est-à-dire, pour pas froisser, je ne parlerai pas de productivité, mais en tout cas d'efficience. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais bien en mode concentration, isolé, au calme, versus qu'est-ce que je vais faire de façon beaucoup plus opportune, on va dire, en collectif. Et cette capacité, Emmanuel le disait, à mieux anticiper et être aussi dans un rôle de manager, finalement, qui va beaucoup se focaliser sur le temps et sur ces temps collectifs, c'est quelque chose qui est finalement assez nouveau et on passe beaucoup de temps, moi le premier, à animer des ateliers sur la gestion du temps. Et je crois que c'est un vrai sujet et que c'est un vrai impensé. Maintenant, pour te répondre plus précisément, je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux niveaux de prise de conscience. Il y a la prise de conscience que j'évoquais, et ça passe en amont, effectivement, pour éveiller les consciences, parce que ici, on est entre professionnels, et ce lien qu'on a fait, et Frédéric disait, l'espace est une ressource managériale. Je crois que ça nous paraît, là, à tous les cinq, une évidence. Ça n'est pas pour beaucoup de monde. Les managers avec lesquels moi je travaille, y compris dans de très grandes entreprises, ont besoin, pour la plupart, de se dire « Ah, mais oui, en fait, c'est pas un truc qui est un impensé et un acquis que j'ai plutôt eu tendance à subir jusqu'à présent. C'est quelque chose que je vais pouvoir façonner. » Tu parles d'éco-construction. Ah, mais en fait, oui, je vais pouvoir effectivement faire quelque chose, mais quelque chose au service de quoi? Au service de mon projet d'équipe, de mon projet managérial. Un vrai outil. Wow, donc je reprends la main, je suis à nouveau responsabilisé, ça fait un petit peu peur. Et ça, c'est la deuxième prise de conscience, c'est de dire, bah oui, en fait, nous, on va simplement réaliser quelque chose, mais c'est quoi vos intentions? Et je reviens sur pourquoi, pour faire quoi, tu vois, avec quel plaisir de se retrouver ensemble, etc. Donc tout ça, ça passe effectivement par de la pédagogie, ça passe par des ateliers assez classiquement, mais en fait, c'est d'éveiller les consciences. Et puis, deuxième niveau de conscience, c'est de prendre conscience que la notion d'usage, elle existe. Alors, tous les acteurs, nous chez Chorus, on parle des 6C, concentration, collaboration, connexion, etc. L'activity-based working, de dire, bah, effectivement, l'espace, c'est pas un truc qui se répartit entre deux mondes, qui sont le monde de je suis devant mon bureau tout seul et puis je vais en réunion. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des typologies d'usage. Et ces typologies d'usage, c'est aussi d'ouvrir les chakras pour dire, ah oui, mais en fait, il y a tout ça. Et effectivement, dans ma réalité, c'est aussi d'objectiver les choses. Alors Space ID et plein d'autres font ça très bien pour objectiver le temps que je passe réellement tout seul dans mon bureau face à un écran d'ordinateur si j'ai un bureau ou sur un bench si je suis effectivement sur un espace partagé. Ah, mais au fond, c'est 20% de mon temps et donc 80% je le passe ailleurs à faire d'autres choses. Et en fait, ça aussi, on a besoin, tu vois, de l'objectiver et d'aider à cette prise de conscience pour le manager déjà et ensuite pour le manager avec son équipe. Et encore une fois, pour en faire un vrai sujet de travail, se le réapproprier, se dire, bah, au fond, qu'est-ce qu'on veut faire de ces 80% si c'est ça de temps, où on est plutôt ensemble, parfois effectivement ensemble dans un espace, parfois effectivement dans un mode hybride, mais au fond, qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Et qu'est-ce que ça veut dire aller chercher les raisons qui font plaisir de revenir au bureau? Qu'est-ce qu'ils disent les salariés? Qu'est-ce qui leur fait plaisir? Mais en fait, c'est étonnant parce que la réaction au départ, tu sais, il y a une espèce de moment d'arrêt. On va parler du plaisir au travail. Eh oui. On a eu tendance en France, alors je vais pas incriminer qui que ce soit, mais on parle de psychopathologie du travail. Donc déjà, tu vois, c'est un peu connoté. Dans la psychologie du travail, on a eu tendance à parler de souffrance au travail. Oui. C'est très important d'en parler. Mais on oublie souvent aussi l'envers du décor qui est quand même, et je l'espère, et moi le premier, pour beaucoup de gens quand même, le travail c'est un plaisir, c'est une source de plaisir. Et donc de se réapproprier cette dimension positive. Plaisir et pas bonheur, on est d'accord. Ah non, voilà, plaisir et pas bonheur. Et en fait, quand tu commences à modéliser et là aussi, alors on peut en parler avec Emmanuel, c'est un impensé du management. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment pas de théorie, de conceptualisation de ce que c'est que le plaisir au travail. Ça en dit long quand même, hein. Et pas qu'en France. Hein. Donc de se réapproprier cette dimension, de dire, ah mais oui, au fond, et c'est la fameuse convivialité, parce qu'on parlait du collaboratif, l'autre grande dimension, c'est quand même la convivialité, bah, c'est de nourrir un peu ce truc qui est un peu vide, hein, parfois un petit peu creux. Bah, derrière la convivialité, en fait, le vrai sujet, c'est le plaisir au travail. Et au fond, comment et quoi et qu'est-ce qui freine et en fait, on refaire aussi un sujet pour l'équipe. Et Frédéric, quand on préparait, hein, tu me disais, moi j'ai été surprise récemment, j'ai un exemple. De salariés qui disaient, moi je suis content quand on fait le partage de recettes, de recettes de cuisine. Ah bah là, tout le monde est là.
Oui, c'est vrai. Ouais. Donc c'est ça aussi le plaisir et ces moments de convivialité. On va aussi revenir au bureau pour ça. Donc oui, ça fait partie de ces rituels. Alors le partage de recettes, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on essaye. Nouveaux rituels. On essaye d'imaginer. Enfin, il faut imaginer effectivement des choses un peu hors normes qu'on n'avait pas l'habitude de faire parce qu'on se rend compte que ce qu'on avait l'habitude de faire ne donne pas forcément envie aux gens de revenir. Et effectivement, il y a quand même une dimension. Puis, en gros, on a quand même passé un certain temps, on ne voulait pas travailler de chez nous, puis après, il y a eu cette espèce de cocon en mode, il va falloir en sortir. Donc, il faut aussi se donner un petit peu de temps pour réapprivoiser les espaces. Après, il y a quand même des choses qu'il ne faut pas oublier, notamment, tu parlais des entreprises nord-américaines et autres, c'est que sur l'aspect, je reprends cette étude, sur l'aspect productivité, globalement, les entreprises qui ont pu continuer de travailler à distance n'ont pas vu de chute massive, voire au contraire plutôt une meilleure productivité, parce que le temps gagné en transport a plutôt été du temps qui s'est passé à travailler, et parce qu'on a perdu tous ces moments un peu impromptus où on perdait du temps, entre guillemets, je ferais vraiment entre guillemets, à la machine à café. Donc tant qu'on est sur un travail extrêmement asynchrone, où ma tâche s'arrête là et la tâche du suivant commence ici, on n'a pas tellement besoin d'interaction, c'est un travail plutôt de routine, etc., le travail à distance ne pose pas énormément de difficultés. À partir du moment où on va commencer à être plutôt dans de l'innovation, la co-création, alors je sais qu'il y a plein d'outils aujourd'hui, mais il se passe quand même des choses en présentiel qui aujourd'hui ne sont pas réplicables à distance. Et honnêtement, les expériences qu'on voit sur le métaverse ne nous donnent pas l'impression que ça va venir tout de suite. Donc la question qu'il faut se poser derrière, c'est non seulement dans l'équipe, mais aussi entre les équipes. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter de perdre du temps. Il faut accepter que quand les gens sont physiquement là, tiens, je croise Frédéric, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on parle, et peut-être qu'en 2-3 minutes, on va penser à des tas de choses, mais ce n'était pas dans notre agenda. Si on continue de fonctionner par agenda électronique, réunion après réunion, oui, alors c'est les temps modernes, version post-industrielle, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les boulons, on est sur les réunions. Puis si on est en retard en réunion, on a les pop-up, vite, la réunion d'après a commencé, etc. Mais c'est surréaliste. Et là, en matière de plaisir au travail, on en est loin. On est en train d'en perdre. Aujourd'hui, la vraie question, c'est beaucoup moins la productivité que le bien-être. Et c'est pas un hasard si on est parti là-dessus. C'est que ça va de plus en plus mal si on ne fait pas attention. Je pense que ça parle à la nouvelle directrice de la QVT de l'immobilier et des espaces de travail. D'ailleurs, le rapport de Terra Nova, il pointe le fait qu'aujourd'hui, justement, on pense le travail hybride comme deux espaces distincts aussi, et assez peu les interactions qu'il peut y avoir entre les deux, ou les articulations qu'on peut trouver entre les deux. Alors, il donne aussi un exemple de ce que fait Fujitsu, par exemple, et vous voyez que le rapport dit le travail hybride, c'est pas un simple mélange, et encore moins une juxtaposition de présentiel et de distanciel. Ces deux contextes de travail ne doivent pas être mis en opposition, il faut trouver des interactions, les articulations. Alors Fujitsu, il développe des espaces, des hubs, plus pour la coopération interfonctionnelle, qui est située dans les grandes villes, des satellites, où là c'est plus pour faciliter la coordination, entre les équipes, se réunir à la fois en personne et virtuellement, et puis des bureaux partagés qui sont souvent dans tout le Japon, à proximité des gares. Et là, c'est des espaces calmes, des espaces de concentration où on peut aller aux besoins. Mais je constate qu'il ne parle quand même pas de la maison, du domicile et de l'interaction qu'il peut y avoir. Frédéric, est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que toi, par exemple, ça peut être un sujet de travailler ces interactions, ces articulations entre, d'abord, ces espaces, un peu comme fait Fujitsu, peut-être de nouveaux espaces, et puis le domicile? Alors oui, il y a tout un travail qui est en cours, bien évidemment. Alors déjà, pour une raison, c'est que l'hybridation, et là je vais reprendre l'idée à laquelle nous fait beaucoup réfléchir Gabriel Alpern, qui est philosophe, c'est que l'hybridation, c'est l'hybridation des villes actuellement, c'est l'hybridation des métiers, c'est l'hybridation des organisations, c'est l'hybridation du travail, c'est l'hybridation de l'espace physique. Et on voit bien qu'en fait, on est vraiment dans une hybridation qui, là aussi, prendra peut-être un autre nom à un moment donné, mais qui est générale. Et toute cette forme d'hybridation, effectivement, on vient de le dire, ça ne peut pas être des juxtapositions. Et à un moment donné, il y a une nécessité de relier
Et quand on parle du bureau, le lieu devient une destination, c'est un pont entre différents lieux qui va faire que effectivement on va devoir retravailler en fait cette spatialité. Alors, nous, on a essayé de la travailler notamment au travers un laboratoire d'innovation managériale qui a regroupé en partenariat avec Cardam, qui se posait aussi ces questions pour accompagner ses clients. Oui. Ça a regroupé une vingtaine de managers et on les a réinterrogés en premier lieu, tout en leur donnant déjà de l'acculturation des études académiques, ce que disait la recherche et où on en était dans le monde finalement sur ce sujet de l'hybridation, les re-questionner sur leur propre rapport à l'espace. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que inconsciemment, l'espace ne fait pas partie des préoccupations parce que actuellement, les managers et notamment le middle management a quand même une charge importante dans tout un tas de réorganisation, de transformation qui finit par faire peut-être différentes couches comme un millefeuille. Et l'espace devient ce à quoi ils pensent finalement en dernier. Ils n'imaginent pas encore l'espace de travail, qu'il soit dans différents lieux, hein, aussi bien à la maison, coworking, corpo-working, sur le lieu physique, comme étant un outil réellement qui va leur être utile, qui va leur faciliter la tâche, qui va peut-être baisser la charge mentale, qui va baisser aussi la charge de travail. Pour autant, on voit bien que dans le travail à la maison, il y a tout ce questionnement aussi de se dire qu'il y a une forme de travail invisible et c'est la course pour montrer ce que l'on fait, le travail que l'on fait, et qui était peut-être moins perceptible ou perfectible. Qui est encore moins vu que quand on est au bureau. On était physiquement au bureau, donc il y a ce vrai sujet. Donc le travail, donc ce rapport à l'espace et réinterroger, se réquestionner par rapport à ce rapport à l'espace, ça me semble être un des indispensables. Vous l'avez appelé reprendre la main sur l'espace. Sur l'espace volontairement. Après, le deuxième volet de la réflexion était au travers de la tribu. Et finalement, moi, manager, comment l'espace est au service de ma tribu, comment je co-construis les besoins, les usages de ces espaces avec ma tribu, bien sûr en référence à l'anthropologie, mais c'est le besoin d'ancrage, c'est le besoin de repères, c'est le besoin de personnalisation. Comment finalement, dans tout ce phénomène de mutualisation, je peux aussi retrouver une forme de personnalisation, mais là aussi, c'est comme l'espace physique de travail, il faut changer son modèle de pensée, son mindset, et c'est plutôt une personnalisation à l'échelle de l'équipe et à l'échelle d'un collectif, voire de l'entreprise. C'est certainement aussi un point qu'on évoque peut-être moins et qu'on ne voit pas dans les études, c'est l'importance de la marque et comment finalement, au travers de la marque employeur, l'espace va redevenir une source d'attractivité pour ceux qui sont déjà en place physiquement dans l'entreprise, mais pour nos futurs talents aussi à venir. Donc ça aussi, un autre point important. Et puis, au travers ces différentes réflexions, c'était aussi comment on pouvait aussi leur donner des outils, parce que les faire réfléchir, c'est bien, les outiller, c'est mieux, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de solution unique. Et à un moment donné, il faut se donner le temps de prendre du temps. Et ce qui semble pour certains peut-être en perdre, mais c'est pour en gagner après, pour retravailler, se repositionner, cette question d'équilibre, parce que tout ça, c'est peut-être aussi une question d'équilibre qu'on oublie. Et vous avez développé un certain nombre d'outils, parcours flash, des fiches thématiques, les moments clés des formations. Dans un projet d'aménagement, mais qui reste quand même un projet managérial, les moments clés, prendre conscience de son rôle, et son rôle, c'est notamment au moment de l'analyse des activités et des métiers, parce que c'est ce qui va ancrer, positionner les fondations avant de passer à la co-construction des espaces. L'espace, il n'est pas fait pour le subir, il est fait justement pour être un facilitant et un fluidifiant de cette expérience collaborative. Mais dans ces espaces, il faut aussi, et surtout quand on est chez soi, un petit peu réfléchir aux nouveaux équipements et aux nouveaux outils. J'en parlais tout à l'heure avec Vincent, je reviens vers toi Vincent, parce que vous innovez, vous êtes bien obligé d'innover, et j'étais intéressé, on va le voir à l'écran, par
par exemple, c'est tout bête, mais les courriers, comment je fais pour envoyer les courriers quand je suis chez moi, les tampons mobiles, oui, parce que maintenant, il peut m'arriver de devoir faire des courriers à tamponner aussi chez moi, les kits d'écriture, etc. Donc, vous développez toute une série d'innovations. Voilà, exactement. Notre objectif est vraiment d'accompagner au mieux dans cette transition à la fois les entreprises et les salariés. Donc effectivement, nous, ce que nous souhaitons mettre à disposition, c'est toute une sorte de solutions qui vont permettre de reproduire à la maison toute l'efficience, la productivité, le fonctionnement qu'on a au bureau. Bah oui. Et donc on s'oriente évidemment vers des solutions qui sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus compactes, qu'on peut transporter du bureau à la maison, de la maison en voyage, et également des solutions versatiles qui vont avoir plusieurs utilisations de façon à minimiser l'espace qu'on occupe à la maison. Il y a aussi un vrai enjeu d'espace à la maison. Oui. On empiète sur le territoire personnel quand on est en télétravail. Donc évidemment, nous souhaitons minimiser cette empreinte du télétravail sur la sphère privée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple les équipements, les outils, soit il faut qu'ils soient plus petits, qu'ils puissent se ranger facilement. Ça peut être des meubles aussi qui s'intègrent plus facilement dans les intérieurs. Il y a aussi beaucoup d'innovations sur le design et sur vraiment les coloris, le gaufrage des produits pour les rendre vraiment plus personnels et privés que professionnels. On est vraiment sorti du noir-gris classique pour aller vers beaucoup plus de tons personnels. C'était déjà le cas, c'est de plus en plus le cas sur les environnements de travail, et ça va le pousser avec en plus les intérieurs. Alors vous travaillez aussi beaucoup, on va le voir à l'écran, sur, tu en parlais tout à l'heure, le fait de se retrouver, vous en avez tous parlé, hein, le fait de se retrouver, c'est aussi de se repérer dans des espaces et qui sont de plus en plus flexibles, pour pas dire partagés. Et du coup, qu'est-ce que vous développez par exemple? Quel type d'équipement? Alors, c'est vrai que ce qu'on souhaite aussi, c'est promouvoir l'idée selon laquelle le bureau n'est plus seulement une juxtaposition de bureau où on travaille, de salle de réunion, et au milieu, j'ajouterai un troisième espace, Benoît, une salle de vie collective, la cantine, la cafette, grosso modo. Place du village aussi. Hein, exactement, voilà. Un terme consacré, oui. Oui. On souhaite dépasser ce carcan, ce triptyque, pour aller vers beaucoup plus de petits espaces dédiés aux rencontres, parfois informelles, qui se faisaient autour du café précédemment, mais qui sont très importantes à la fois pour l'efficience et pour le lien et le liant en entreprise. Donc on a vu beaucoup d'innovations pour favoriser la collaboration, la communication, les échanges, le brainstorming, des espaces aussi des innovations pour recréer un espace plutôt personnel pour s'isoler en entreprise, des sortes de phone box qu'on peut installer directement dans les espaces déjà existants, de façon à vraiment prendre en compte cette multiplicité des tâches au quotidien. Il est très rare aujourd'hui de se dire là, je vais passer ma journée sur une tâche individuelle, je vais me concentrer dans un coin du bureau. Ouais. On est toujours amené à être en interaction, en réunion et autres. Donc on multiplie les tâches, les missions, on multiplie les interactions et les besoins en termes d'équipement. Donc c'est pour ça qu'on souhaite aussi adapter cette tendance avec toutes nos solutions. Ouais. Il faut aussi aller voir du coup Benoît pour connaître un petit peu tous ces usages divers et variés qui se développent et participer à ce plaisir de revenir au bureau. Une dernière question, parce qu'en vous écoutant, du coup, je me dis... j'ai le sentiment que ça se joue beaucoup dans la tension entre individualité et collectif, entre règles et liberté. Exemplarité aussi. J'en profite pour signaler, on va la voir à l'écran, une courte et néanmoins excellente vidéo qui présente le projet de transition de la société d'assurance Swiss Life vers le travail hybride et du rôle des espaces. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ils y parlent beaucoup de règles d'équipe et même de règles d'étage. Et du coup, je me demandais, je me dis, bon, il y a aujourd'hui des libertés nouvelles, est-ce qu'il faudra pas aussi demain des règles nouvelles, Emmanuel? Oui, je pense qu'il va falloir des règles nouvelles, il va falloir réinventer ça. Ça va être en plus autour des managers qui sont déjà relativement chargés, parce qu'à partir du moment où, par exemple, on dit la réunion d'équipe, elle est en présentiel, mais à côté de ça, on a quand même réduit le nombre d'espaces, et même si on essaie d'avoir plus de collaboratifs, il y a quand même eu des logiques un peu d'économie derrière ça, tout le monde ne peut peut-être pas faire sa réunion le lundi matin. Donc il va falloir imaginer des systèmes où ça va tourner, où des fois ce seront des réunions physiques, des fois ce seront des réunions à distance. Donc il va falloir effectivement repenser l'espace un petit peu différemment. Ça m'amène à un autre point que vous me faisiez,
qui m'est venue, c'est que quand on parle d'hybride, on parle beaucoup de ces différentes formes de lieux, mais je crois qu'il y a une autre manière aussi de l'aborder, c'est qu'il y a l'espace physique et puis il y a l'espace digital. C'est-à-dire que quelque part, on a quand même une vraie question. Comment est-ce que je m'approprie mon espace digital? Comment est-ce que je le personnalise? Comment est-ce que je le privatise? Toutes ces questions qu'on aborde vraiment dans l'immobilier, dans le rapport au lieu, et qui sont bien maîtrisées, quelque part, là, c'est le DSI brusquement qui sont saisis sur les aspects technologiques. Or, il me semble que les attentes sont probablement les mêmes. C'est-à-dire, je suis en visio et pouf, brusquement, je ne sais pas très bien qui est autour de la table, je ne sais pas très bien si on entend, si on n'entend pas, etc. Donc, il va y avoir aussi une réappropriation non seulement des territoires physiques, mais également des territoires digitaux, avec des règles également sur qu'est-ce que je fais quand je suis dans un territoire digital. Et ça, pour le moment, on voit des choses arriver, notamment avec des logiques un peu de trier ses mails, d'éviter d'avoir des choses trop lourdes. Enfin, il y a des logiques un peu de durabilité, ce qui est très bien. Mais on voit aussi des choses réarriver en mode surveillance électronique à distance. Aux États-Unis, croissance de 30 à 40% du chiffre d'affaires des entreprises qui le pratiquent. En France, on est protégé, sauf que quand vous faites des terrains, vous avez des gens qui disent oui, moi sur Teams, j'essaie quand même de bouger pour rester en statut vert, parce que si je suis en orange ou au rouge, je vais avoir des questions. J'ose pas me déconnecter le midi, parce qu'on sait jamais, au cas où ce soit le moment où on me demande quelque chose. Je croise des gens, très clairement, on a des recherches qui montrent que pour être visible, comme vous le mentionniez, qu'est-ce que je fais? Je suis encore plus disponible qu'avant. Donc j'augmente ma plage de disponibilité pour témoigner mon engagement et autres, avec des conséquences en matière de fatigue, de burn-out, etc. Oui, il va falloir des nouvelles règles, ça c'est clair. Clairement. Allez, merci beaucoup à vous quatre d'avoir partagé vos expériences, vos réflexions, parce qu'on arrive au bout. Déjà, on a même dépassé un tout petit peu de notre temps imparti sur ce sujet travail hybride, son accompagnement. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, j'avais reçu quelques questions d'abonnés en amont de cette table ronde. Je m'étais promis, si on avait le temps, d'essayer d'y répondre. Une, quand même, peut-être, sur l'accompagnement. Parce que, un abonné disait, l'accompagnement, c'est avant, mais c'est surtout après les réaménagements, et ça fait écho à ce que tu disais, Benoît, soit parce que les concepteurs ont fait des erreurs, soit parce que les usages ont déjà évolué. Comment anticiper ça? Comment on fait, Benoît? Très rapidement, l'assistance à maîtrise d'usage, déjà, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ça va nécessiter... c'est la grande transformation, c'est-à-dire effectivement le manager, on en a beaucoup parlé, il y a vraiment un job important et c'est déjà compliqué. Il y a les directions immobilières ou les DET qui eux-mêmes doivent complètement être dans cet état d'esprit de dire en fait ça se termine pas quand on a pris livraison en fait des nouveaux espaces. Et puis il y a tous les concepteurs que nous sommes où là aussi finalement on a livré les plans, on a livré les espaces et quelque part on passe à une autre histoire. Donc cette triple transformation, il faut juste le dire, c'est quand même compliqué, c'est plein de métiers, plein de corps de métiers qu'il faut faire évoluer. Après derrière, c'est des enquêtes en ligne pour s'assurer déjà du niveau de satisfaction avant-après. C'est aussi des enquêtes en ligne qui permettent de collecter aussi justement ce que les collaborateurs peuvent exprimer de façon relativement discrète pour le coup, puisque c'est une enquête, on va dire, anonyme, mais aussi des ateliers qui permettent à les managers et les ambassadeurs qu'on a souvent embarqués dans la fameuse co-construction en amont pour dire, tiens, ça fait quelques mois maintenant d'utilisation de ces espaces, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui marche bien? C'est toujours pareil, un peu de positif. Qu'est-ce qui marche moins bien? Là aussi, garder toujours pareil ce recul en disant l'espace n'est qu'une ressource. Et parfois, l'espace, on l'accuse de mots qui ne sont pas de son fait, mais qui peuvent être plutôt d'un mode de fonctionnement, de rituel qu'on a imaginé mais qu'on n'a pas mis en place. Tu vois, c'est là aussi de reprendre en fait la bonne distance, que chacun prenne sa part et de se redire au fond, moi en tant que manager, le sujet c'est maintenant, quand je prends vraiment occupation de cet espace, mon rôle il s'arrête pas là aussi, une fois qu'on a ce nouvel environnement de travail qui est très bon en général, mais effectivement c'est une responsabilité qui va durer. Et puis je pense que c'est aussi de se dire au fond, dans l'hybridation, c'est quand même un concept qu'on emprunte à la biologie, aux sciences du vivant. C'est-à-dire c'est pour faire naître quelque chose de nouveau. Tu vois, et là aussi, c'est d'accepter, et ça c'est compliqué aujourd'hui dans les entreprises, ce petit pas de côté de se dire, on va quand même, en dépit de la co-construction, de l'anticipation et de tout ça, vers quelque chose qu'on n'a pas totalement anticipé, qu'on ne va pas totalement maîtriser. Tout de suite, et oui. Ça c'est complexe. Et oui. Mais quand même, maîtrise d'usage. Je retiens la maîtrise d'usage. Et je retiens la maîtrise d'usage. Parfait. Allez, il est l'heure de conclure. Un grand merci encore à vous quatre de votre présence sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez recevoir la présentation, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à me le demander, utilisée pendant cette table ronde, vous pouvez, elle va apparaître à l'écran, écrire à cette adresse qui s'affiche, rédaction
anews-workwell.com, rédaction @anews-workwell.com. Rendez-vous le 17 novembre prochain pour une table ronde qui portera sur comment renforcer l'aspect sociétal de ces prestations. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.